Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des économies de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique du Nord et du monde arabe en général, avec cette question en filigrane: devons-nous changer de lunettes? En d'autres termes, notre vision basée sur la toute-puissance de quelques-uns est-elle faussée ou même biaisée? Alors pour y voir plus clair, sans mauvais jeu de mots, j'ai à mes côtés deux personnalités impliquées dans le développement du continent et dans la réflexion sur son avenir. On va commencer par Benoît Chervalier. Bonjour. Bonjour Bruno. Vous êtes banquier d'affaires, président de BCH Invest. Au sein de la branche internationale du MEDEF, le patronat français, vous êtes le vice-président chargé de l'Afrique. Vous êtes le président Afrique de Business Europe, qui est une association patronale européenne. Et puis, à la lisière de l'économie et de l'éducation, vous êtes le cofondateur de la chaire Business et Industrie en Afrique de l'ESSEC, qui est une grande école de commerce internationale. On peut en dire un mot peut-être et de son développement en Afrique? Bien sûr, merci. En effet, je suis très attaché aussi à l'éducation, parce que l'éducation, c'est la transmission. Et on sait combien, notamment sur le continent africain, au regard des enjeux en matière de capital humain, de démographie, l'éducation est absolument fondamentale. Donc, en ce qui concerne l'ESSEC, qui avait son campus historique, enfin, qui a son campus historique à Cergy et à La Défense depuis déjà plusieurs années, on avait également un à Singapour, donc sur le continent asiatique, et depuis une petite dizaine d'années, sur le continent africain, donc basé à Rabat. Donc sur cette chaire, si j'en dis un mot, donc business et industrie en Afrique, elle vise à traiter deux sujets qui sont absolument fondamentaux pour le continent. D'une part, l'industrialisation, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, je crois fondamentalement à l'industrialisation et à la création justement de ces filières, ce muscle qui permet justement de traiter de la grande entreprise à la TPE, et la transformation locale des matières premières, qui est également un enjeu fondamental, que ce soit en matière de création de richesses, de développement, de création d'emplois, mais aussi d'impact environnemental. Et maintenant, un développement de l'ESSEC en Afrique subsaharienne. Alors, on a eu, en effet, dans le cadre de cette chaire, donc les cours se tiennent à Rabat, une session à Abidjan, d'ailleurs, et en Côte d'Ivoire. Merci pour cette photo. Là, on voit Mamadou Koné, qui est le vice-président de la CGECI, donc le patronat ivoirien, où donc des sessions en Afrique subsaharienne se tiennent, montrant à la fois la vitalité, l'extraordinaire diversité, et donc l'inscription dans la durée de cette chaire et des enjeux qui y sont associés. L'éducation, c'est aussi l'une des idées directrices de notre autre invité, Hamza Raoui. Bonjour également. Bonjour. Votre métier, à vous, c'est la communication politique et publique. Vous êtes le directeur général de MGH Partners. C'est un cabinet d'affaires publiques, de lobbying. On peut dire ça comme ça? On peut le dire comme ça, si on explique ce que c'est que le lobbying en France. En effet, on a une existence de 5 ans maintenant. On est installé à Paris et on vient d'ouvrir, il y a 4 mois maintenant, un bureau à Casablanca, au cœur de la zone financière Casablanca Finance City. On est spécialisé effectivement dans la communication de dirigeants, la communication des transitions, pour expliquer toutes les transitions en cours et faire leur plaidoyer, mais aussi les affaires publiques dures, ce qu'on peut appeler le lobbying, donc relations gouvernementales, parlementaires et diplomatiques. Voilà. Et je précise que vous êtes également membre du bureau des anciens élèves marocains de Sciences Po. Alors justement, Hamza Raoui, l'an dernier, vous avez publié une tribune intitulée « L'ordre mondial attend son reset ». R-E-S-E-T, une réinitialisation, une remise en marche en français. C'était avant le retour au pouvoir de Donald Trump. Est-ce que, selon vous, ce reset est arrivé? Pas encore. Le président zambien avait dit, après l'annonce de Donald Trump des barrières douanières, il a remercié, il a dit « Merci, monsieur Trump, puisque vous nous avez giflé, non pas sur une seule jour, mais sur 2. Pour que l'Afrique, en tout cas le bloc du Sud, se prenne en main. Le reset est essentiel, puisqu'on voit que tous les mécanismes de régulation des affaires du monde sont en train de voler en éclats. On les a hérités de 1945.
Ils ont été établis et ils ont fonctionné sous une tutelle occidentale. Aujourd'hui, on a un continent qui bouillonne. En Afrique, on sera à peu près 2,5 milliards d'habitants à horizon 2050. On a une croissance qui se déplace de l'Europe vers l'Asie. On a un continent américain qui veut aussi s'émanciper et peser dans les affaires du monde. Mais pour le moment, on ne voit pas un reset des mécanismes, que ce soit au sein des Nations Unies, où tous les outils à disposition du droit international, comme le CPI, comme la Cour de justice internationale, qui aujourd'hui n'arrivent pas à faire appliquer leurs résolutions. La machine est trop lourde. Elle est en train de vieillir. On a des grandes institutions qui semblent inefficaces et qui ont de la peine à se réformer et à s'adapter à cette recomposition. Je pense simplement qu'en 1945, on avait la plupart des pays africains qui étaient encore sous le joug de la colonisation. Donc, ils ne pouvaient pas avoir leur mot à dire. Donc, tout le schéma de résolution des conflits internationaux ont été imaginés pour d'abord ramener la paix en Europe, mettre fin à la Seconde Guerre mondiale et se dire que seuls quelques gendarmes, après la crise de Suez, on peut imaginer plusieurs datations possibles, mais après surtout la crise de Suez, seuls les États-Unis et l'URSS peuvent peser dans la résolution de conflits. Aujourd'hui, on voit des blocs régionaux, blocs économiques, bientôt politiques, qui veulent avoir leur mot à dire. Donc il faut prendre ça en compte. Maintenant, quand je dis il faut prendre ça en compte, il faut qu'on arrive à ouvrir des discussions avec les États-Unis, avec l'Europe, pour placer l'Afrique dans les affaires du monde. Benoît Charvalier, ce reset, cette recomposition un peu trop longue à se mettre en œuvre selon Hamza Haraoui? Alors, à mon sens, il y a deux sujets un petit peu de nature différente. Il y a d'abord un sujet politique et ensuite il y a un sujet économique et financier. Au niveau politique, c'est-à-dire c'est la représentativité, pas simplement la représentativité des pays africains, et donc symbolisée en gros par un pays, une voix. Donc c'est ce qu'on a par exemple dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et d'ailleurs, les pays africains, là, peuvent exercer, on va dire, leurs prérogatives, que ce soit par exemple lors de nominations, comment dire, on peut penser à celle qui est en cours à la direction générale de l'UNESCO, où le candidat égyptien clairement bénéficie un petit peu de cette dynamique. Mais pas encore au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, et pour exactement les raisons qui viennent d'être évoquées. Mais j'allais dire, c'est un système qui ne touche pas uniquement les pays africains, qui touche en réalité l'ensemble, ou comment faire coexister un tout petit pays, c'est-à-dire tout petit pays en taille, en population, en PIB, donc en richesse économique, avec des grands pays qui, eux, sont très peuplés, d'une grande superficie et qui sont économiquement puissants. Et donc ça m'arrive à mon deuxième point, indépendamment de la représentativité politique, c'est la représentativité économique, donc matérialisée par, dans le cadre des institutions de Bretton Woods, ce qu'on appelle en anglais, pardonnez-moi, who pays says, c'est-à-dire celui qui paye qui dit, et donc là c'est tout simplement les droits de vote, la répartition du capital est assise sur la taille des économies, dans le cadre du FMI, de la Banque mondiale, sur des mécanismes un petit peu complexes qu'on appelle des quotas, et donc là, il y a un principe de réalité aussi qui s'applique. Et je note que les nouvelles institutions que l'on qualifie de Sud global fonctionnent selon ce principe-là. Si on regarde par exemple la banque, l'AIB, la banque asiatique, elle n'a pas un système qui est différent de ce système basé justement sur la taille des économies. Mais sur les institutions de Bretton Woods, les Américains, forcément, ont un poids encore très très important. Alors, factuellement... Et jugé anachronique par certains. Alors, ils ont factuellement ce qu'on appelle un droit de veto dans le cadre de les Articles of Agreement, donc les accords et les dispositions qui régissent l'organisation de ces institutions, sur tous les sujets, enfin sur toutes les problématiques importantes, avec 15% qui fait que si les États-Unis en effet s'opposent à une disposition, rien ne peut être imposé. Bon, ça c'est une chose. Le point, c'est comment
assurer cet équilibre entre, d'une part, cette représentativité politique, encore une fois, et c'est d'autant plus crucial pour le continent africain à partir du moment où il y a 54 pays, et on voit bien les tensions qui peuvent exister aussi entre eux, un grand Nigeria, on va dire l'histoire de l'Afrique du Sud, et des petits pays, des petites économies qui veulent aussi être représentés d'une manière ou d'une autre. Et cette représentation politique. Donc dans le cadre du G20 par exemple, où sous présidence brésilienne, donc l'Union africaine a été admise au club, même si rappelle à nos auditeurs que le G20 n'est pas une organisation normative, hein, c'est pas un traité, il n'y a pas de disposition, c'est un club entre guillemets informel, mais l'Union africaine a rejoint officiellement maintenant le G20 pour essayer de porter entre guillemets cette représentativité de cette voix africaine. Alors on pourrait dire ces voix, on en parlera peut-être, à côté de l'Afrique du Sud qui est le seul pays africain membre à ce stade. Hamza Raoui, on parlait des grandes économies africaines comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, on pourrait citer aussi l'Égypte, et puis des plus petites. Qui sont les gagnants et qui sont les perdants potentiels de ce qui se passe en ce moment d'un point de vue commercial, si on part des décisions de Donald Trump pour les barrières douanières? Alors moi je pense fondamentalement que les barrières douanières de Trump ne touchent pas ou ne changent pas radicalement la donne en Afrique. On parle d'approximativement de moins de 40 milliards d'échanges commerciaux entre toute l'Afrique et les États-Unis. 35 milliards d'exportations de l'Afrique vers les États-Unis et un peu moins... Mais ça c'est l'existant. Ça c'est l'existant. C'est pas le potentiel. On parle de l'existant pour se projeter. Donc les barrières douanières, donc aujourd'hui on est dans une situation confuse parce qu'on est à un taux de 10%. Il avait annoncé 47% Madagascar et 30% pour l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud qui est une vraie industrie qui peut être impactée sur le plan des échanges. Donc aujourd'hui, si on ne comprend pas en Afrique que c'est le moment de procéder et de négocier en logique de bloc, maintenant, c'est qu'on aura raté une opportunité. Parce qu'on parle de la ZLECAf, par exemple, depuis plusieurs années. On voit que ces mécanismes tardent à se mettre en place. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. On voit effectivement qu'il y a des disparités en termes d'industrialisation sur le plan africain, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique australe. Mais très clairement, aujourd'hui, il y a une démographie galopante qu'il va falloir absorber, donc il faut industrialiser, il faut mettre en place rapidement une zone de libre-échange pour la circulation des biens et des services, il faut harmoniser les normes africaines maintenant, pas demain, parce que si les États-Unis annoncent ces barrières douanières pour tout le monde, leur priorité n'est pas l'Afrique. Elle ne l'a pas été. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'AGOA, c'est l'African Growth and Opportunity Act, qui est en fait quasiment mort. Il est censé être renouvelé. C'est une initiative lancée sous Bill Clinton, qui est censée octroyer à une trentaine de pays africains le droit d'exporter avec quasiment zéro taxe. Ça, on a compris que c'était plutôt du passé. C'est maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique, sur la base des relations commerciales avec les États-Unis, c'est ça, c'est ces mécanismes-là. Ils sont en train de voler en éclats. Si la ZLECAf ne se met pas en place maintenant, on va peut-être rater une grande opportunité de tir. Réfléchir en bloc, Benoît Chervalier, vu la situation et vu tous ces blocs qui, par ailleurs, sont en train de se monter. On voit par exemple l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN qui veut créer un bloc commercial en commun. Oui, je pense qu'il faut se regarder toujours avec une grande prudence ce qui, sur le papier, semble bien, mais dans la réalité est très complexe à mettre en œuvre. Alors les deux sujets, parce qu'on peut appeler alors on a dépassé maintenant un peu les 100 premiers jours de l'administration américaine que j'avais qualifié de Fast and Furious.
il y a 2 sujets qui ressortent de manière prioritaire. Le premier, on vient de l'évoquer, sur en effet les barrières douanières, avec néanmoins, ça ne concerne pas uniquement que les grandes économies. C'est vrai sur l'Afrique du Sud qui était à 30%, l'Algérie d'ailleurs aussi était à 30%, mais ça peut aussi impacter des économies beaucoup plus petites. Je pense à Madagascar, dont l'industrie textile et les exportations textiles vers les États-Unis sont un élément et ont un impact économique clé quant à l'économie de ce pays. Donc ça ne touche pas uniquement, tout est une question de proportionnalité par rapport à la diversification des économies, de la dépendance, ou en tout cas de la concentration sur certains secteurs. Et donc ça peut avoir des effets extrêmement négatifs, par exemple dans le domaine textile à l'égard de Madagascar. Bon. D'autres pays étaient un petit peu plus surprenants, je pense à Maurice ou le Botswana, qui eux-mêmes, lors de ce jour de libération de début avril, étaient au départ taxés à plus de 40%, alors que d'autres, comme le Maroc par exemple, étaient sur la barrière sur le seuil des 10%. Bon. Donc il y a le sujet douanier, et puis il y a le sujet, on va dire, qu'on qualifie d'aide publique au développement, avec la suppression de l'USAID, de l'agence de développement américaine, de MCC, et donc il y a eu un effet massif et brutal, puisque concrètement ça s'est arrêté du jour au lendemain, et donc là les pays qui ont été concernés, évidemment c'est pas tant l'Afrique du Sud, c'est pas tant l'Égypte ou les pays entre guillemets à revenus intermédiaires, mais ça va toucher des pays beaucoup plus fragiles, beaucoup plus vulnérables, alors en particulier dans le domaine de la santé. Il y a eu un certain nombre de reportages, y compris dans votre antenne, dans ce volet-là. Et donc, ce qui fait qu'on a vous parliez de lunettes tout à l'heure, mais un caractère très flou sur l'impact à la fois direct et indirect, court terme et moyen terme, sur l'ensemble de ces mesures. Donc la solution de parler entre guillemets d'une seule voix, oui bien sûr, théoriquement, et la ZLCAF clairement en fait partie, mais la difficulté à mon sens va être à la fois pour des pays qui s'en sortent finalement relativement bien, on parlait du Maroc tout à l'heure, l'intérêt du Maroc, il est marocain puis africain. Il n'est pas africain puis marocain. Je crois qu'il ne faut pas se tromper d'analyse et des impacts qui vont en être, tout simplement parce que il y a des pays qui sont plus dynamiques que d'autres, il y a des pays qui ont des politiques entre guillemets de meilleure gouvernance, et donc ce pot commun est beaucoup plus difficile à manœuvrer. La question, à mon sens, qui se pose aussi, c'est entre guillemets l'individualité, voire l'individualisme d'un pays et un ensemble de 54 pays très hétérogènes. Est-ce qu'il y a aussi un autre format à imaginer basé sur des intérêts communs permettant justement de défendre au mieux ses intérêts individuels et collectifs? Le principe de réalité. On va parler du Maroc et du monde arabe dans un instant. Vous parliez, Benoît Chervalier, de la suspension des aides américaines. Ça s'ajoute quand même à d'autres difficultés pour les pays africains. On a le surendettement de certains États, et puis on sort quand même de quelques années hyper inflationnistes, avec des colères sociales qui s'expriment dans un certain nombre de pays. On a vu ça par exemple au Kenya, on a vu ça en Ouganda, au Ghana, au Nigeria dont on parlait, même en Côte d'Ivoire. Oui, parce que, et c'est en lien un peu avec la réponse de Benoît, effectivement, les pays à revenus intermédiaires, ils seront peut-être plus touchés que d'autres, mais les pays pauvres, concernant les États-Unis, encore une fois, pour fermer cette parenthèse, c'est plutôt effectivement le détricotage de l'aide internationale, et qui a été impulsé aux États-Unis, parce que Donald Trump a annoncé déjà l'arrêt du Millennium Challenge Corporation, c'est un investissement de milliards de dollars sur l'infrastructure africaine, l'USAID, et on a un continent en face qui est hyper addict à ces aides internationales. Alors, évidemment, la litanie qu'on a depuis, je vais être un peu provocateur, depuis 15 ou 20 ans, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Moi, je pense que cette formule est anesthésiante. Elle est lénifiante, elle ne permet pas aux dirigeants africains de se prendre en main et d'aller
non seulement mobiliser des capitaux privés et mieux investir son capital public, les investissements publics aujourd'hui qui représentent 95%, 90% des investissements en Afrique, ne sont pas soutenables. La dette, elle est à plus de 1800 milliards, la dette africaine. Et aujourd'hui, on se rend compte que le choc démographique qui arrive, qui ne crée pas seulement un bruit xénophobe ou de peur en Europe, puisqu'on voit la vague arriver, mais qui représente une vraie menace. Pour les Africains. Pour les Africains eux-mêmes. Et je pense que c'est un tabou qui n'est pas encore traité suffisamment. On a 600 millions d'Africains qui sont sans électricité. 400 millions d'Africains qui n'arrivent pas à accéder à l'eau potable. Et en même temps, on a 90% des réserves mondiales de platine, 50% de cobalt, sans parler de l'or, du pétrole et du gaz. Prenez la RDC. Deuxième grand pays africain. Il fait 66 milliards de PIB. Je pense que c'est sérieusement une anomalie. Donc effectivement, et Benoît pourra en parler, l'industrialisation, la transformation, on en parle depuis 10-15 ans. Aujourd'hui, la clé, c'est d'aller mobiliser les capitaux privés. Parce qu'effectivement, l'argent coûte très cher en Afrique. Parce qu'effectivement, sur le marché de la dette souveraine, à part quelques pays, évidemment, il y a des exceptions. On parlait du Maroc, une stabilité en Afrique du Nord, due à son régime. Le Botswana, qui est extrêmement bien noté dans les marchés internationaux de la dette souveraine. Mais l'Afrique, quand elle va se financer, elle paye sa dette 8 fois plus cher. Alors qu'on a besoin de peu d'argent, finalement. Donc, situation paradoxale, dans laquelle on n'a jamais vécu une période aussi florissante économiquement, où l'argent est hyper disponible, mais où l'Afrique est sous-financée. Donc c'est un appel que je fais, parce que je le fais, je pense que, en tant qu'Africain aussi, il faut que les dirigeants africains se prennent en main. Et donc, le sujet, c'est un sujet de gouvernance. Un appel, y compris au monde financier, le banquier d'affaires, Benoît Charvalier. Ce qui est vrai, c'est que le financement, en réalité, en tant que tel, n'est pas le sujet numéro un, dans le sens où, lorsque vous avez des projets à financer, il faut que ces projets soient suffisamment solides. Et une fois qu'on a des projets solides, en réalité, la question du financement, elle est relativement secondaire. Donc, c'est pas, autrement dit, le financement vient ex post, mais non pas ex ante. Pour faire le trait d'union avec le sujet de la bonne gouvernance, qui est absolument clé, je reprends les 3 C que dans le rapport du Fonds monétaire international, que le Fonds monétaire international a publié en avril dernier lors des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI, donc consacrées à l'Afrique subsaharienne. Donc ces 3 C, c'est cautions, credibility et consistency. Donc autrement dit, il faut être consistant, il faut être crédible, il faut être prudent. Et je crois que ça appelle en effet à revoir en profondeur un certain nombre de politiques publiques qui ont pu être menées dans plusieurs pays et faire la continuité avec ce qui vient d'être dit précédemment, l'augmentation très substantielle des recettes, de la mobilisation des recettes domestiques. Donc ça veut dire quoi, la mobilisation des recettes domestiques? Ça veut dire qu'on passe d'une assiette fiscale qui est aujourd'hui étroite à une assiette fiscale qui soit beaucoup plus large, avec des taux qui ne sont pas élevés, mais des taux qui sont plus faibles. Et donc ça permet d'atteindre 2 objectifs. D'une part, assurer la transition de l'économie informelle vers le formel. Et cette transition, elle ne peut pas se faire si vous avez des taux qui sont exorbitants. Si on matraque c'est le évident. petit entrepreneur, voilà, donc c'est pas possible. Donc ce qui veut dire qu'il y a un sujet de recensement, et d'ailleurs il y a des initiatives très intéressantes qui sont menées dans ce cadre avec par exemple des projets pilotes en Côte d'Ivoire qui visent à recenser justement les tout petits commerçants, non pas pour leur taper dessus, mais pour les amener progressivement à cette formalisation de l'économie. Donc, recensement,
Et deuxièmement, élargissement de l'assiette. Donc là, appelons un chat, ça veut dire remise en cause d'un certain nombre d'exemptions, ça veut dire traiter des sujets liés aussi aux rentes, notamment assis sur les matières premières, ça veut dire effectuer, par exemple, la taxation de mouvements financiers, en particulier les mouvements illicites. Bref, ça veut dire adresser un certain nombre de sujets qui nécessairement peuvent poser des questions de politique intérieure. Et donc, et on voit bien que les États aujourd'hui du continent n'auront pas en réalité d'autre choix que de traiter ce sujet permettant d'augmenter de manière importante à la fois leurs ressources et de diminuer leur dépendance à l'égard des financements extérieurs. Le banquier d'affaires Benoît Chervalier et le spécialiste en communication et en affaires publiques Hamza Raoui sont nos invités aujourd'hui sur RFI. Hamza Raoui, une parenthèse sur ce Maroc, votre Maroc. Est-ce que c'est l'un des gagnants de la recomposition du moment? On pense par exemple au port de Tanger Med qui bénéficie, alors il l'a pas souhaité, mais qui bénéficie du changement des routes commerciales dû au conflit au Proche-Orient, mais qui, au-delà de ce fait conjoncturel, était déjà en développement. Oui, c'est vrai, le Maroc est un exemple à donner à ses pairs africains, mais qui est d'abord expliqué par non seulement la stabilité, mais par le fait de s'inscrire dans une temporalité longue. Et c'est ce qui manque en réalité dans beaucoup de régimes africains. Évidemment, il y a des Afriques et pas une Afrique, mais le processus politique africain, pour moi, n'est pas encore achevé, parce que par le dernier pays à sortir de la décolonisation dans les années 70. Le Maroc a cette tradition politique, cette profondeur politique qui lui permet de se projeter sur le temps long et donc édifier, construire des infrastructures d'envergure. Vous parlez du port de Tanger Med, qui est aujourd'hui le plus grand port de Méditerranée. Il y a surtout le port en construction à Dakhla, le port atlantique, qui va servir l'initiative, qui va être en fait le point d'orgue de l'initiative lancée par le souverain pour les pays du Sahel, qui justement c'est un exemple d'initiative à dupliquer ailleurs, cette logique de coopération sud-sud en bloc régional d'abord, avant d'aller sur un bloc beaucoup plus large, parce qu'effectivement c'est extrêmement compliqué de mettre d'accord plus de 50 pays qui ont des régimes politiques différents. Donc oui, c'est une pointe qui regarde vers l'Occident, le Maroc, qui joue une partition très intelligente, puisque en termes d'alliance géopolitique, elle ne date pas d'hier, en fait. Cette tradition diplomatique, elle a un enracinement très profond, déjà au XVIIIe siècle, quand Napoléon a démarré la campagne d'Égypte, il a demandé au sultan Moulay Ismaïl de lui laisser l'accès au détroit de Gibraltar, puisque les Anglais voulaient faire le blocus méditerranéen. Les Marocains parlaient aux Français et aux Anglais en même temps. Aujourd'hui, le Maroc, il peut parler sans tabou aux Israéliens, et il a toujours une légitimité auprès de l'autorité palestinienne, et même à Gaza, pour demain offrir une solution de paix. Donc, stabilité politique est la clé, temps long. Évidemment, il y a quand même des fondamentaux économiques à ne pas négliger. Il y a un déficit public aussi qui est maîtrisé par rapport à d'autres pays, et une diversification de son tissu économique. Moi, je pense que fondamentalement, le Maroc a cette chance-là de ne pas avoir ou de ne pas vivre ce qu'on appelle le mal hollandais, de se concentrer sur une industrie extractive et de ne pas diversifier son économie, parce que c'est un mal aussi africain. On voit que le voisin du Maroc a aussi cette problématique. L'Angola, qui peut diversifier son économie, ne serait-ce que par l'agriculture, et qui ne le fait pas. Donc, ça s'appuie quand même sur quelques grosses entreprises. Bien sûr. Sans l'OCP, voilà, l'économie marocaine ne serait pas ce qu'elle est. Pas forcément. L'OCP a réussi effectivement à donner le ton, à donner le là de la transformation industrielle, puisque grande entreprise publique, plus grande réserve du phosphate, il était impensable de ne pas réfléchir à une transformation locale au Maroc. Donc, d'autres entreprises privées en suivent, et il n'y a pas que l'OCP, il y a une massification du tissu économique industriel marocain
qui permet d'avoir, si vous voyez les chiffres de la part de l'industrie, elle est en train d'augmenter sensiblement par rapport aux services. Benoît Chervalier, un exemple d'un champion qui entraîne un tissu économique autour de lui. On parlait de la gouvernance publique, mais ça vient aussi du privé. Il y a deux points qui me semblent extrêmement importants dans ce qui vient d'être dit. Tout d'abord, celle du temps long. D'ailleurs, si je puis me permettre ce petit aparté, elle ne se pose pas que pour les pays africains et en Europe et dans des démocraties. On parlait des États-Unis tout à l'heure. Alors on peut voir ça, on peut le voir comme une vitalité, mais on peut aussi le voir comme un frein justement à une vision de long terme. Et on sait bien qu'aujourd'hui, les enjeux consistent justement à gérer un petit peu ce paradoxe entre l'urgence du temps présent et en même temps l'absolue nécessité, la transition énergétique en est un bon exemple, de pouvoir travailler sur le temps long. Donc ça pose la question aussi des institutions, des régimes, des durées des mandats présidentiels. De la crise des démocraties. Et je pense qu'il y a des leçons très clairement à tirer, y compris pour, encore une fois, les démocraties matures, de cette nécessité d'inscrire l'action publique et politique dans le temps long. Donc je suis complètement d'accord sur le fait que c'est l'une des singularités du Maroc, qui est liée à son histoire, à son assise religieuse, puisque c'est dans ce cas... ça s'inscrit sur ces deux bases-là, mais c'est l'absolue nécessité d'inscrire dans le temps long l'action des politiques publiques d'Afrique subsaharienne. Le rôle des entreprises privées, des grandes entreprises privées. Oui. Alors, sur le rôle maintenant des grandes entreprises privées, les entreprises... elles opèrent dans un cadre qui s'appelle le Code des investissements. Elles interviennent dans le cadre de ce qu'on peut appeler la sécurité juridique, donc c'est-à-dire le fait qu'il y ait une cohérence, que l'état de droit soit assuré, le fait que lorsque vous avez une difficulté, les tribunaux de commerce ou équivalents vous donnent, puissent traiter non pas au regard de critères politiques ou de critères autres, mais réellement dans le cadre d'un respect de l'état de droit. Donc autrement dit, c'est de créer toutes les conditions, ce qui revient aussi au point de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ce n'est pas uniquement les souverains ou les chefs d'État ou les institutions, c'est créer un cadre qui permet d'avoir une visibilité, donc le travail sur le temps long, mais aussi la sécurité et la sécurisation des investissements, des échanges commerciaux, et c'est ça qui permet de l'inscrire réellement en profondeur. Puisqu'on parle de ce Maroc et de ce Maghreb en plein bouleversement, élargissons au monde arabe dans sa globalité, avec le poids de plus en plus important des États du Golfe. On l'a vu par exemple avec la tournée de Donald Trump, qui est allé voir les dirigeants de l'Arabie saoudite avec son propre style, sa manière de négocier comme un homme d'affaires. À la chinoise, on pourrait dire ça, Hamza Hawi ? Pas véritablement, c'est un style en tout cas qui plaît et qui est compatible avec la mentalité de ces pays-là. On parle des 3 blocs du Conseil de coopération du Golfe, surtout c'est l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, et c'est ces 3 pays qui investissent en Afrique. À leur tête, les Émirats arabes unis qui ont commencé bien avant l'Arabie saoudite et le Qatar. Donald Trump connaît très bien ces pays. D'abord, les États-Unis. Les liens entre les États-Unis et l'Arabie saoudite sont très anciens. Ce qui est en train de changer, c'est que le deal ou le pacte qui a été scellé en 1948, c'est pétrole contre protection, est en train de changer. Il est en train de prendre une autre forme. Il est en train d'être massifié, en tout cas avoir un nouveau substrat matériel qui est économique et géopolitique. On voit aujourd'hui que le deal entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire est d'abord aussi partagé. En tout cas, les Américains sont leurs partenaires saoudiens, sans passer par Tel Aviv. On voit aussi que quand Donald Trump est allé dans ces pays-là, et surtout à Riyad, quand il a fait un discours qui, moi, en tout cas,
m'a poussé à définir tenter de donner une définition à la doctrine diplomatique de Trump, puisque peut-être que c'est le seul homme, premier homme américain, qui a compris qu'il faut changer de lunettes pour regarder son alter ego arabo-africain. Et il a dit cette phrase, il a dit que peut-être qu'il faut qu'on arrête de vouloir vous façonner à notre image. Donc oui, ça c'est basé sur le deal, la transaction, mais ces pays-là cherchent aussi, c'est ça qui change, leur propre intérêt, pas que sur le plan régional, mais aussi dans leur projection en dehors, et notamment en Afrique. Et notamment en Afrique. Donald Trump qui fait la même chose aussi avec l'Ukraine et même avec la RDC pour récupérer une partie des matières premières, en tout cas de la RDC, contre apparemment une aide pour la sécurité. Benoît Charvalier. Oui. Alors, déjà, les relations, on va dire, profondes entre les États-Unis et un certain nombre de pays du Golfe et d'Afrique, je pense à l'Égypte, qui symbolise quand même bien aussi ce trait d'union entre le continent africain et le Moyen-Orient. Et l'Égypte entretient également une profondeur de relations très forte avec les États-Unis. Concernant la RDC, ça existait avant Trump. La réalité, c'est que les relations, de la même manière, entre la République démocratique du Congo et les États-Unis s'inscrivent à la fois dans un, on va dire, contexte géopolitique, elles s'inscrivent dans un contexte économique lié aux matières premières et à la diversification et l'importance de ce pays, en particulier assis sur le cobalt et le nickel, qui sont de minerais stratégiques à la fois en termes de transition énergétique, en termes de construction de batteries électriques. Et donc, il s'agit à la fois d'assurer l'approvisionnement et donc la diversification. On a vu l'impact, par exemple, lorsque les usines chinoises se sont arrêtées, y compris sur la construction des téléphones portables. Donc cette notion de chaîne de valeur, elle impacte aussi le consommateur américain. Et c'est bien ça, évidemment, qu'il faut comprendre. Donc c'est le sécuriser d'un point de vue géopolitique, le sécuriser d'un point de vue économique. Et donc la notion, en effet, de ce qu'on appelle le deal, donc la transaction, s'inscrit parfaitement dans ce cadre-là. Il nous reste encore quelques toutes petites minutes. On aurait pu parler de bien d'autres sujets comme, effectivement, puisqu'on parle des matières premières, le développement des industries pétrolières. Et il y a quelques malentendus entre l'Afrique et le reste du monde. Je voudrais que l'on parle plutôt d'éducation et de développement de l'enseignement supérieur en Afrique. Est-ce que c'est la clé à plus long terme, puisque vous parliez de démographie, pour cette jeunesse africaine, développer des grandes écoles, et comment y arriver, Amzaraoui? C'est, avant d'être une clé, une absolue urgence, encore une fois, effectivement, à cause du choc démographique qui arrive. En fait, on a longtemps pensé qu'au fond, l'Afrique allait bénéficier de ce qu'on appelle les dividendes démographiques, qui consistent à avoir un nombre de personnes jeunes beaucoup plus nombreux que les personnes à charge pour financer un modèle social qui redistribue les dividendes du travail. En fait, la démographie est telle que toute la croissance africaine est absorbée. La démographie augmente à telle vitesse que les services publics ne peuvent pas suivre, avec en toile de fond toujours ce problème de mauvaise gouvernance et d'absence d'État. Et donc l'école, l'université. L'école, je pense qu'il faut être très lucide avant de penser aux grandes écoles. Effectivement, il y a des grandes écoles qui s'installent en Afrique, mais elles s'installent au Maroc, elles s'installeraient peut-être demain en Afrique du Sud. Le Sahel, qui est la première victime collatérale de ce choc démographique, a besoin de massifier l'apprentissage. Et pour ce faire, il faut qu'il s'appuie sur l'intelligence artificielle. C'est un grand mot. Quand on parle aujourd'hui à ces dirigeants d'intelligence artificielle, ils vous disent « Moi, ma priorité, c'est de payer mes fonctionnaires à la fin du mois. » L'intelligence artificielle, c'est des milliards de dollars. En pensant que, effectivement, puisque c'est un terrain de rivalité internationale entre puissances, que l'intelligence artificielle, c'est le monopole des pays riches. Alors que DeepSeek a montré l'inverse. On peut aujourd'hui développer des LLM à très bas coût. Il y a une diversité de langage aujourd'hui en Afrique. Si on s'appuie sur l'intelligence artificielle
peut faciliter l'apprentissage rapidement, former les profs, aller toucher des zones où il y a une absence de profs et d'instituteurs et d'écoles pour scolariser les filles. Sur cette scolarisation des filles qui est un point clé. En moyenne, une fille non scolarisée est à 6 enfants en temps de natalité. Quand elle est en élémentaire, ce taux baisse à 4. Quand elle est en secondaire, ça baisse à 2. Les chiffres sont là. L'IA au secours de l'éducation en Afrique. Je vais vous laisser répondre, Benoît Chervalier, sur ce point. Et je vais vous poser une autre question qui est liée. C'est celle aussi de la mobilité internationale des étudiants. Ça ne concerne pas que l'Afrique, mais ça concerne aussi l'Afrique avec, on l'a vu, les États-Unis qui bloquent, ou en tout cas qui retardent l'obtention de visas pour les étudiants étrangers. C'est quelque chose d'inquiétant, ça, pour l'éducation des jeunes Africains? Alors, on ne parle pas de la même chose. Enfin, derrière le terme éducation, et ça vient d'être dit très justement à l'instant, il y a l'éducation, on va dire, primaire, basique, l'éducation technique et technologique et l'éducation du supérieur. Donc en réalité, ce sont 3 logiques, 3 problématiques et 3 natures de réponses complètement différentes. La masse, c'est-à-dire, et là c'est le trait d'union avec l'enjeu démographique, concerne avant tout les 2 premiers. Et là aussi, on rappelle l'extraordinaire hétérogénéité. Si on prend cet enjeu, encore une fois, démographique, l'âge médian pour la Tunisie ou l'Algérie, pour la Tunisie ou le Maroc aujourd'hui, c'est autour de 30 ans, comme d'ailleurs l'Afrique du Sud, mais pour des raisons un petit peu différentes, alors que l'âge médian au Mali ou au Niger, c'est 15 ans. Donc on voit bien qu'il n'y a pas non plus une homogénéité démographique africaine. Ce qui va poser problème aussi interafricain, puisque des pays comme le Maroc devront avoir absorbé cette masse aussi démographique. Ensuite, il y a un certain nombre de pays qui sont en réalité peu nombreux. Je prends l'exemple du Botswana. Le Botswana, c'est à peu près la taille de la France, mais c'est la population de Paris intramuros, ou l'équivalent de la Slovénie, c'est-à-dire un peu plus de 2 millions d'habitants. Et donc, puis, la question démographique, elle ne se pose pas au Botswana. Et puis il y a des mastodontes, par exemple le Nigeria. Le Nigeria. Et donc on ne peut pas avoir une réponse qui est unique et qui fait le lien aussi avec votre question sur la mobilité. Asseoir la mobilité sur un pays qui a 2 millions ou 5 millions ou 10 millions d'habitants, c'est pas la même chose que d'asseoir la mobilité sur un pays qui a 200 millions. Et d'ailleurs, c'est pas uniquement les États-Unis. Le Royaume-Uni récemment vient de mettre une forme de contrôle à l'égard des étudiants nigérians. Donc, le point à ce niveau-là, c'est à la fois en effet la nécessité d'ouverture, et je crois personnellement beaucoup à la mobilité, on va dire, de l'intelligence, mais qui doit à la fois prendre en compte de ne pas aboutir à une fuite des cerveaux. L'exemple des professions médicales est un très bon exemple. Aujourd'hui, par exemple, un pays comme la Tunisie, qui est plutôt réputé en matière médicale, quasiment toute la production de médecins annuels, en réalité, s'exporte. Même chose pour l'Algérie. Et donc, se pose la question du besoin aussi pour les pays absolu de retenir, de conserver, en tout cas, de conserver et de pouvoir le développer. Et d'un autre côté, c'est en effet l'enjeu de pays extrêmement peuplés où il faut à la fois disposer de cette ouverture, mais en même temps, clairement, avoir un certain nombre de barrières, ou en tout cas de critères, pour pouvoir le contrôler, d'autant plus dans les prochaines années. Merci Benoît Chervalier, merci Hamza Raoui. On retient l'éducation et l'intelligence artificielle pour peut-être changer de lunettes sur notre monde d'aujourd'hui et sur notre Afrique d'aujourd'hui. Je remarque que certains ont des lunettes, d'autres non. Je porte des lentilles. Merci à vous deux pour cet échange stimulant à retrouver sur la chaîne YouTube de RFI, les invités de l'économie. Et merci également à nos équipes de réalisation.